pour regarder Tempo Afrique TV. Et pour ceux qui veulent aller en direct, allez sur tempoafriquetv.com. Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui nous ont appelés et qui réclament à ce qu'on parle des sujets brûlants d'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sujet pour lequel nous sommes là aujourd'hui, Tempo Afrique a pris l'initiative de parler de ce sujet en long et en large. Mais aujourd'hui, quand les petits médias font leur sortie, on ne s'occupe pas de ces petits médias. Mais puisque CNN a pris le temps de pouvoir parler de ce sujet, cela a pris tout le monde entier et nous voyons aujourd'hui beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux et partout. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler de ce sujet. Et ce sujet, c'est la vente des Africains noirs en Libye. Et en deuxième position, nous allons parler de la démission de Robert Mugabe. Pour parler de ce sujet, j'ai donc invité des analystes spéciaux qui prennent toujours le temps de vous informer et de critiquer sans toutefois retarder ce que les gens cachent. Alors pour ce sujet, j'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Kenao Yves, celui-là même que j'ai nommé Bulldozer. Vous l'avez vu la semaine dernière et vous a fait vraiment ses preuves. Encore une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ensemble avec moi, essayons d'accueillir mon cher Yves Kenao. Serge Nyawa. Tournez votre temps. Serge Nyawa, ça fait plaisir encore une fois de vous retrouver sur ce plateau de grand débat. Et à vous, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, bonsoir. Merci encore d'être là, parce que vous êtes occupé même tout à l'heure, vous allez partir, donc il est de notre devoir encore de vous remercier. Merci. Sur ce même plateau, nous avons Monsieur Léandre. Vous nous avez manqué la semaine dernière, si bien que j'ai toujours dit Léandre au lieu de dire Rodrigue. Soyez encore la bienvenue, Léandre. Merci, Serge Nyawa, et de l'honneur que vous me faites en m'invitant pour prendre part à ces débats importants, ces débats qui constituent pour nous et pour les auditeurs une fenêtre sur l'information et en même temps qui est comme une source de conscientisation de la jeunesse africaine. Merci. Merci Léandre, merci Léandre. On sait que vous êtes venu très en forme ce matin pour qu'on puisse dire ce que les gens pensent plus bas. Merci encore une fois de plus d'être là, Léandre. Mesdames et messieurs, comme je vous l'avais dit, nous avons un invité de marque spéciale en ligne aujourd'hui via Skype. Celui-là même qui nous a fait l'honneur de parler la fois dernière de tout ce qui se passe au Togo. Encore une fois de plus, Monsieur Issoufou Moussa, merci d'être avec nous encore. Merci Monsieur Nyawa pour l'honneur que vous me faites en m'invitant une fois encore à ce débat panafricain. Un débat que je pense beaucoup attendre parce que c'est un débat d'actualité, un débat qui va peut-être essayer d'éclairer un peu les esprits, un débat aussi qui va poser des questions et un débat qui sera aussi utilisé pour lancer les défis nécessaires quant à la résolution du problème de l'esclavage de nos frères en Libye. Merci. Merci encore, professeur. Je voulais vous informer que Monsieur Moussa Issoufou est maître conférencier à l'université de la Caroline du Nord. Si j'ai manqué encore beaucoup de choses, monsieur le professeur, je voulais quand même vous laisser vous introduire pour qu'on vous attende.
moi, je pense que c'est bon, il faut... c'est bon. Ce que je peux ajouter, oui, je suis enseignant à l'Université de la Caroline du Nord, plus précisément dans la ville de Greensboro, où j'y enseigne depuis une quinzaine d'années. Ma spécialité, c'est la théorie et, disons, les questions qui traitent des questions de l'Afrique postcoloniale. Donc, les questions liées à la postcolonialité de l'Afrique, nous traitons de cette théorie-là. On essaie de comprendre la situation de l'Afrique actuelle par rapport à son passé et par rapport à tout ce qui arrive à l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui. Donc, si j'ai un mot à ajouter, c'est ça. Et ce qui d'ailleurs rend le thème d'aujourd'hui un peu intéressant parce que les origines de ce flux migratoire des pauvres jeunes africains sont inconnues. Vous êtes donc un historien politologue. D'accord, je crois que, professeur, on vous a compris. Nous avons en ligne depuis Saint-Claude notre cher ami Rani, qui aujourd'hui est avec nous pour parler de ce qu'il sait. Je voulais vous informer que Rani a quand même eu à parler de l'immigration. Il a essayé d'amener quand même des messages partout, mais les gens ne le comprenaient pas. Et c'est maintenant que les gens l'ont compris. Je vais quand même laisser le soin à Rani de se présenter ou bien de s'introduire à l'audience. Monsieur Rani, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne, monsieur Niawa. Essayez de vous présenter. Ok, merci de l'honneur que vous me faites aujourd'hui d'essayer de transmettre le message qu'on essaye au quotidien de passer à notre communauté, nos amis les plus proches, sans toutefois avoir une vive voix. Donc, en fait, c'est Ronnie depuis Saint-Claude, Ronnie Fabrice pour certains depuis Saint-Claude. Je vais saluer tout le panel aujourd'hui sur le plateau et tous vos téléspectateurs. Et espérons qu'à travers cette émission, on éclaircira les yeux à plus d'une personne. Merci. Monsieur Ronnie, est-ce qu'on peut savoir comment on appelle d'où vous êtes? Est-ce qu'on peut savoir d'où vous êtes? Je suis à Saint-Joseph. Non, ça dit, je voulais savoir, vous êtes originaire d'où? Vous êtes africain, mais vous êtes originaire d'où? Je suis africain originaire du Cameroun. Je suis camerounais, mais je dirais je suis africain dans l'âme. Merci. Donc une fois de plus, nous savons aujourd'hui qu'au Cameroun il y a beaucoup de choses et on pourra vous avoir prochainement pour que vous éclaircissiez ce que vous pensez. Mais restez en ligne parce que vous allez durant toute cette émission être avec nous. Revenons rapidement dans ce studio pour quand même parler de notre sujet du jour. Comme je l'ai situé, on va parler de l'immigration, c'est-à-dire la vente des Noirs en Libye. Et en deuxième position, nous allons parler réellement de la démission de Robert Mugabe. Est-ce que c'était une démission ou bien c'est une négociation? Alors, sans trop tarder, nous allons aller directement. Nous allons commencer par la migration esclave en Libye. Nous allons commencer par l'immigration esclave en Libye. Alors je dirais tout simplement, chers amis, vous avez regardé quand même CNN qui a diffusé aujourd'hui la vente des Noirs en Libye. Cela a pris tout le monde entier, mais vous n'êtes pas sans savoir que il y a quand même des réseaux sociaux qui parlaient de tout ceci depuis fort longtemps, même Tempo Afrique qui a eu quand même à diffuser des informations, même montrer des films. Mais aujourd'hui, puisque CNN a pris le temps de nous parler de la vente des esclaves, vous savez que CNN, moi je le dis que c'est quand même, comme les gens le disent, c'est une chaîne de propagande comme toutes les chaînes aussi. Donc, elle a pris la responsabilité de vous montrer ce qu'elle a vu
Alors, on s'acharne. Je vais d'abord commencer rapidement sur M. Yves Kenao pour qu'il nous donne ses impressions sur ce que CNN a quand même diffusé. Monsieur Yves, comment est-ce que vous avez pris les informations comment on appelle que CNN a diffusé? Bon, d'abord, je voudrais tout simplement te dire que je n'ai pas suivi CNN. Je n'ai pas mes informations de CNN. Je n'ai pas suivi. Donc, je ne peux pas dire exactement ce que CNN a montré. Je n'ai pas suivi. Mais tout ce que je peux dire sur cette affaire de Libye, c'est que moi, personnellement, dans mes émissions, il y a de cela 2 années. Il y a cela 2 années dans mes émissions ici sur Tempo Afrique TV, j'ai tiré sur la sonnette d'alarme sur le sujet de voyage des immigrants africains sur le continent européen. Je l'ai dit pendant plus de 2 ans. Et comme tu l'as dit, personne ne prêtait attention. C'était comme si je prêchais dans de sourdes oreilles. Mais je ne suis pas étonné si aujourd'hui on nous dit qu'on vend des êtres humains. Je ne dis pas des poulets, je ne dis pas des moutons ou des chevaux ou des chameaux ou des bœufs. Je parle bien, chers téléspectateurs, je dis bien des êtres humains. La vente des êtres humains sur le sol africain. Comme quoi, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Et nous, ici à Tempo Afrique TV, nous avons tiré, nous avons appelé tout le monde, les responsables africains, les dirigeants politiques, les leaders, les ONG, l'opinion internationale, je dirais la communauté internationale, l'Union africaine, la CEDEAO, toutes les organisations régionales et sous-régionales de l'Afrique, nous les avons interpellés. Nous avons dit à tout ce monde-là de prêter attention à ce qui se passe en Libye. Vous savez, des fois on dit qu'il y a, quand il y a 2 mots, il faut éliminer le mal le moins dangereux. Les 2 sont mauvais, mais il faut éliminer le mal le moins dangereux. On nous a dit que Kadhafi n'était pas bon. Mais quand même, la présence de Kadhafi avait fait de sorte que la région était stable. Que les gens ne voyageaient pas sur des bateaux comme des sardines. Et qu'il n'y avait pas de trafic des êtres humains. Mais on dit que Kadhafi n'est pas bon, on l'enlève. Mais Kadhafi, à son temps, il avait quand même privilégié ce voyage de l'Europe, de la Libye jusqu'à l'Europe avec des bateaux. Il avait stabilisé la région. Quand bien même il n'était pas parfait, de ce côté-là, il avait fait un travail énorme. D'accord. On l'enlève sans chercher à savoir. Sans chercher sans chercher à le faire remplacer. Et aujourd'hui, les gens ont crié. Tout le monde savait qu'on vendait des gens en Libye. Mais personne n'a voulu le dire. Et si on le dit aujourd'hui, je ne sais pas quelle est, encore une fois, la formule qu'on a trouvée pour dribbler les gens. Parce que chaque fois qu'on crie sur quelque chose, c'est qu'on le remplace par quelque chose d'autre plus dangereux. Mais je m'arrête là pour le moment. Parce que cette histoire-là, tout le monde savait qu'on vendait des gens. À notre niveau, je crois qu'on va trouver beaucoup de solutions parce que les gens nous attendent. Ils attendent réellement ce que Tempo Afrique va dire. Parce que je dis pas nous poser des questions sur des solutions. Je suis d'accord avec vous. Alors, Monsieur Léandre, vous avez vu quand même ce que CNN a montré. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est un acte innommable. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement. Et nous avons tous suivi, avec émoi, cette vente-là, ce sujet de CNN. Mais bien avant ça, nous étions au courant de ce qui se passait en Libye. Mais nos voix n'étaient pas les voix les plus autorisées. Parce que beaucoup en avaient parlé. Mais maintenant qu'on vous suit de près, hein, donc voilà, maintenant que vous êtes autorisé. Que la chaîne la plus écoutée ou la plus autorisée, entre guillemets, CNN, fait la même chose, le monde entier est en ébullition. C'est un peu dommage parce que
il y a comme une hypocrisie derrière cette histoire, parce que comment comprendre que des gens, et même comme Tempo Afrique, ait dénoncé cela, et que aucun responsable politique africain n'ait réagi. Il y a eu également des reportages d'autres chaînes de télévision et médias qui ont relevé la situation dramatique qui se passe en Libye. Mais ça n'a pas fait bouger aucun sourcil des décideurs. Donc c'est bien dommage. Moi, personnellement, j'ai un ami qui est en Libye, avec qui j'étais en contact, et qui m'a expliqué tout cela. J'ai sur ma page Facebook également dénoncé cela. Donc vous êtes toujours en contact avec cet ami? Je suis toujours en contact avec lui. Je crois que lui. Vous allez nous apporter beaucoup d'informations, parce que nous avons besoin de ce qui se passe sur le terrain. Et non pas ce que les gens fabriquent pour nous faire vivre cela. Oui. D'accord, restez donc avec nous. Oui. Monsieur Ronnie, est-ce que vous êtes en ligne? Oui. D'accord, Ronnie, je crois que vous avez vu ce que CNN a présenté. Vous-même, vous avez parlé de l'immigration. Essayez quand même de nous faire un rappel là. Comme tout le monde, je veux dire, on a tous vu le reportage de CNN. On a été choqué de voir la vente en direct de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Et je vais rappeler, comme a été dit précédemment sur le plateau, la question qui me revient, c'est qu'est-ce qu'on essaie de marquer avec cela aujourd'hui? Parce que ce n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas une actualité, parce que quand on parle d'actualité, ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive, on en parle pour le moment, on en parle tout le temps. Moi, personnellement, je me suis dit dans la vague du CNN parce que semblerait qu'il le bon moment d'en parler. Donc, je n'ai pas été choqué plus que cela, mais quand même, voir des faits se faire vendre comme ça, comme des vulgaires marchandises, ça quand même fait certains émois en moi. Non pas plus, je n'ai pas été choqué plus que cela. Je savais déjà certaines choses par rapport à cette vente de cette maltraitance-là. Allô? Yeah. D'accord, merci. Restez donc en ligne et nous allons tout à l'heure venir à vous. Professeur Youssoufou Moussa, vous êtes encore en ligne. Merci encore une fois de plus. Je pense que vous avez regardé tout ce que CNN a fait passer, mais tout simplement, je voulais avec vous qu'on sache ce que c'est que l'immigration légale, l'immigration illégale. Si les gens l'appellent clandestine, moi je l'appelle illégale. Alors, essayez de nous expliquer tout cela pour qu'on puisse savoir réellement où nous nous situons. Bon, merci beaucoup. D'abord, je vais essayer de dire tout simplement que je m'indigne par rapport à ce qui se passe en Libye. Quand moi j'ai suivi cette émission sur CNN, c'est l'indignation qui m'a envahi par rapport à cet état des choses. Je demande à tous les panafricains de s'indigner par rapport à la situation de nos frères en Libye. Je demande également à tous les humanistes de s'indigner par rapport à cette situation en Libye. Moi, je pensais que ce crime était si honteux que personne n'aura le courage de le répliquer dans notre monde. Mais malheureusement, cela se passe encore. Il y a encore un siècle, lorsque ce crime a pris fin, et aujourd'hui, nous voilà au XXIe siècle. Nous sommes en face de ce crime odieux que l'on puisse commettre contre un être humain. C'est dommage. Mais par rapport à l'immigration, à la question de l'immigration clandestine ou l'immigration légale, bon, vous savez, chaque pays a sa façon de définir les termes de l'immigration. Mais de façon générale, une immigration légale, c'est une immigration où les choses se passent de façon normale. Lorsque un individu va à une ambassade d'un pays qu'il veut visiter ou dans lequel il veut immigrer, et sur la procédure normale, il obtient
le visa, il s'y rend. Là, on parle de façon un voyage illégal, mais lorsqu'on parle d'immigration, que ce que la personne va pour y résider. Donc ça dépend de comment les pays octroient ce droit de résidence. Pour le cas des États-Unis, il y a une forme qui est plus ou moins populaire par le biais de la loterie visa, qui est, disons, octroyée annuellement chaque année. Je pense près de 50 000 immigrants sont autorisés à arriver aux États-Unis à travers ce lien-là, et ils viennent en tant qu'immigrants légaux et ils s'y installent. Bon, là, j'exclus des visas temporaires, des visas visiteurs étudiants que les gens prennent. Ça, normalement, quand quelqu'un prend un visa étudiant ou bien un visa visiteur, il n'est pas encore un immigrant, il est là, il est un visiteur. Visa étudiant, il vient pour étudier et puis, paf, il retourne après ses études. Mais avec l'intention d'immigrer, il faut suivre cette procédure-là, qui est, par exemple, la loterie visa, ou bien, maintenant, tu as un proche de la famille, marié, femme ou mari, ou les parents immédiats, ils peuvent aussi bénéficier d'un visa pour faire objet d'une immigration légale. Maintenant, lorsque les conditions ne sont pas tellement bonnes pour tout le monde, il y en a à qui, après avoir reçu un visa de visiteur quand ils y arrivent, ils prolongent leur séjour, donc ils tombent carrément de l'autre côté où ils ne sont plus réguliers, de façon qu'ils tombent dans l'illégalité, ils deviennent maintenant un immigré, un immigrant illégal parce qu'il a dépassé, disons, le terme de son séjour. Et ça, c'est une façon de rentrer dans l'illégalité. Mais pour ce qui concerne la plupart de nos parents qui vont vers la Libye à travers le Niger, le Tchad, et maintenant la Libye, après l'Italie, là, les gens partent à partir du moment où ils décident d'aller, de rentrer dans cette aventure-là. Ils commencent l'aventure même dans l'illégalité parce qu'ils n'ont aucun papier pour prouver quoi que ce soit. C'est pourquoi d'ailleurs les gens empruntent les chemins qui sont plus ou moins difficiles. On va parler de la cause de cette façon de faire les choses. On en parlera plus loin, mais de façon générale, il faut passer par l'ambassade, remplir les papiers nécessaires. Là, on immigre de façon légale. Mais lorsqu'on va de l'autre côté, pour se retrouver quelque part, c'est de façon illégale. Et des fois, ça a des répercussions qui ne sont pas tellement bonnes. Merci professeur. J'ai quelqu'un en ligne. Bonjour monsieur. Allô, bonjour monsieur. Bon, revenons rapidement. Mon cher Kenao, je pense que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Libye, il faudrait partir de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique. Et on voit ce qu'on appelle un rapport de dominance totale. Alors, pourquoi il y a réellement des migrants? Quand on sait aujourd'hui que l'Europe elle-même va en Afrique pour prendre tout ce qu'elle n'a pas droit, mais quand l'Africain réellement veut aller vers l'Europe pour quand même s'éduquer ou bien avoir encore plus, beaucoup pour sa vie, alors on traite ces personnes des illégaux. Mais quand ils reviennent chez nous, ces Européens, on ne parle pas. J'ai encore quelqu'un en ligne, je crois qu'on verra. On ne parle pas à leur niveau comment on appelle, d'illégalité, non pas d'expatriés. Monsieur Kenao, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Voilà, ça c'est une bonne question. Une très bonne question qui, si je veux répondre vraiment à cette question, je prendrai toute une éternité. Bon, maintenant je vais essayer de résumer très rapidement mes réponses. D'abord, il faut se dire une chose. Le problème libyen, le problème de vente de ces esclaves africains en Libye
a plusieurs origines, plusieurs causes. Il y a les causes économiques, il y a les causes politiques, il y a les causes socio-culturelles, il y a beaucoup de causes. Mais les causes les plus immédiates, pour moi, ce sont les causes économiques et politiques. Pour moi. Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un en ligne, je voudrais... Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Sergio de Topo Afrique TV. Je crois... Tous les téléspectateurs de Topo Afrique TV, c'est monsieur Kwamiri Atis au téléphone. Merci Atisso, je crois qu'on était en train de dire alors, mais... Alors Atisso, je crois que vous nous avez suivi. Si vous l'avez suivi, essayez, vous voulez intervenir sur ce problème aujourd'hui, parce que nous parlons de la vente des esclaves en Libye. Et si vous voulez parler, je crois que je vous laisse le temps d'antenne. Oui, justement, monsieur Sejnawa, je voulais intervenir sur le sujet d'aujourd'hui. Monsieur Yves Kenawa l'a déjà dit, nous avons lancé une sondage d'alerte à propos de ce sujet. Bien avant, il y a de cela 2 ou 3 ans, suite au Afrique TV, ce que Sarkozy est en train de faire, puisque Kadhafi a été assassiné par Nicolas Sarkozy, en complicité du président américain Barack Obama et de sa secrétaire d'État d'alors, qui est Hillary Clinton. Donc aujourd'hui, ils viennent nous montrer ça conformément. Parce que moi, à l'origine, c'était eux, et aujourd'hui, quand ils voient que la jeunesse africaine se mobilise, est en train de vouloir parler d'un seul langage, c'est à ce moment ils viennent montrer ça pour retourner la jeunesse africaine contre eux-mêmes, pour qu'ils n'arrivent pas à parler d'une seule voix. Et c'est ça même le sujet. Alors, Emmanuel Macron, il défend la mondialisation et qui accuse Trump d'être un nationaliste. D'ailleurs, ce n'est pas seulement Emmanuel Macron, toute l'Europe, à l'exception de quelques têtes. Et là, on voit que Emmanuel Macron nous dit de planter des responsables en Libye pour empêcher les Africains de venir en Europe. Donc, vous voyez ça? Il défend quelque chose, il fait le contraire. Parce que la mondialisation englobe l'Afrique aussi. Les Africains doivent se déplacer n'importe où, quand ils veulent. Et aussi, eux, quand ils viennent en Afrique pour occuper nos terres, d'ailleurs, je lance un frère à Robert Mugabe qui les a chassés de la Zimbabwe. Ils viennent occuper nos pays, ils appellent ces pays des pays arc-en-ciel. Mais quand nous, on veut aller chez eux, on nous dit qu'on veut les envahir. Vous voyez la différence? Donc, c'est quelque chose qu'ils sont en train de montrer pour retourner les Africains contre eux. Mais les données ont changé aujourd'hui. Les données ont changé. C'était ce qu'ils faisaient avant. Mais aujourd'hui, je vous assure que les données ont changé. Les Africains ne sont plus dupes. Ils sont très intelligents. Ils analysent les faits. Donc, je voulais vous éclaircir sur ce point. Et si j'aurais à intervenir dans le cours du débat, je pourrais m'intervenir. Merci beaucoup. D'accord, monsieur Atisso. Atisso? Oui. Et pour nous joindre, essayez d'appeler le 612 224 2020. Okay. D'accord. Merci Atisso. Je crois que revenons rapidement à Yves Kenao. Voilà, donc je disais que pour moi, il y a plusieurs causes à l'origine, mais je prends spécialement les causes économiques et les causes politiques. Vous savez, la jeunesse africaine surtout a souffert. Elle a souffert de beaucoup de maux. La mauvaise gouvernance. Il y a beaucoup dans la mauvaise gouvernance. Il y a quoi? Il y a manque d'emploi, il y a chômage, il y a manque de rénovation politique, il y a tout. Donc ça fait que cette jeunesse a l'enquête du bien-être, à l'enquête d'un avenir meilleur qu'elle n'arrive pas à retrouver dans des pays subsahariens. Elle est obligée de s'expatrier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes les jeunesses africaines s'étaient retrouvées dos contre le mur. Il n'y avait plus de non-retour. Donc, le seul issue, c'était d'aller
chercher le meilleur l'Eldorado quelque part ailleurs en Europe. Mais Kadhafi, la présence de Kadhafi faisait que ce flux de personnes ne se faisait pas voir, c'était tellement rare. Et les Européens ont décidé, pour des raisons non avouées, de l'éliminer. Et ils l'ont fait. Maintenant, la voie, elle est ouverte. Et là encore, c'est que les gens ont profité de l'occasion de la faiblesse, de situation de faiblesse de cette jeunesse africaine, désespérée. Et on lui fait avaler tout. Vous voulez aller en Europe, vous êtes jeune fille, vous devez céder. Vous devez coucher avec ce type-là, sinon vous n'allez pas embarquer. Vous êtes jeune garçon, vous devez faire ceci-là, sinon vous n'allez pas embarquer. Et les responsables politiques africains ont laissé faire. L'Union africaine a laissé faire. Les organisations sous-régionales ont laissé faire. Les organisations des droits de l'homme ont laissé faire. Au lieu d'arrêter le mal dès sa naissance, comme je l'ai dit l'autre fois dans mon émission, c'est comme un cancer. On a laissé ce cancer-là gagner tout le corps. Et maintenant, pour l'extirper, on crie que c'est scandaleux, on crie comme si c'était quelque chose de caché. Et je m'en vais encore vous dire une chose. Vous avez dit que quand eux viennent ici, on les appelle des des expatriés. C'est normal. C'est la raison du plus fort et du plus Ils ont un faible. double salaire, hein? C'est la raison du plus fort et du plus faible. Nous leur demandons de venir. Nous mettons nos visas à l'air libre pour eux de prendre. Ils ne prennent même pas. Mais eux, ils cachent leur visa. Et nous dépensons des sommes énormes pour aller dénicher ces visas-là qu'on a mis quelque part au fond des valises. Mais chez vous, il n'y a pas d'immigration. Chez nous, il y a l'immigration. Il y a l'immigration, mais les gens là, ils disent quoi? Si je prends $5, ça me fait un billet. Donc, à qui la faute? J'arrive. On ne va pas rentrer sur... Non, j'arrive. Donc ça fait que, sur ce point, nous ne pouvons pas nous imposer. Nous sommes en position de faiblesse. Et M. Atisso a parlé de mondialisation. M. Macron, le président français, à Ouagadougou, a encouragé les Africains vers la mondialisation. La mondialisation n'est pas africaine. Elle tue l'Afrique. Puisqu'il s'agit de l'échange et du recevoir, du donner et du recevoir. Il s'agit des économies fortes. Quelle économie en Afrique est forte pour faire la mondialisation? Ça voudrait dire encore une fois que si nous rentrons dedans, nous allons émigrer. Eux, ils ne nous laisseront pas émigrer. La mondialisation, en fait, voudrait dire que vous allez circuler de Lomé à Kinshasa ou à Nairobi, de Nairobi à Londres. Parce que c'est ça. Mais l'Africain n'est pas concerné. Parce qu'il est en position de faiblesse. Et c'est là encore une fois que je dis que cette expression de coloniser, de colonisateur, du maître et de l'élève, de l'opprimé, de l'oppresseur, existe. Sinon, l'Afrique est déjà dans la mondialisation, dans la globalisation. L'Afrique, l'État, elle fait partie de l'ONU. Pourquoi les Africains doivent-ils nécessairement avoir des visas? Nos produits circulent sans visa. Nos produits africains circulent sans visa. Pourquoi nous n'allons pas circuler sans visa? Et aujourd'hui, nous sommes en train de vendre, on est en train de vendre les êtres humains, les Africains, et on parle, on nous dit que les trafiquants ne sont pas des Français, les trafiquants ne sont pas des Français, ce sont des Africains. Qui achètent? C'est l'Africain qui achète l'Africain? Où est-ce qu'on les amène? On ne les retourne pas à Lomé, on ne les retourne pas à Dakar. On les fait traverser l'océan Atlantique. La Méditerranée. La Méditerranée n'est pas l'Afrique. De l'autre côté, ce n'est pas l'Afrique. Qu'on cesse de nous prendre pour des imbéciles. Ok, je m'arrête là pour le moment. D'accord, vous n'allez pas vous arrêter. Je crois qu'on a beaucoup à débattre. Rapidement, Léandre. Alors, on parle des migrants. Quand on sait que l'Afrique aujourd'hui s'est quand même démarqué. Qui est réellement à l'origine de la vente de ces Noirs africains en Libye? Oui, les précédents intervenants ont déjà parlé de tout cela.
je crois que les auteurs sont à placer à plusieurs niveaux. Mais le premier niveau, ce sont nos responsables politiques d'abord, nos chefs d'État d'abord, qui sont en charge de la protection de leurs citoyens. Parce que si je vis bien chez moi, qu'est-ce que j'irai chercher en Libye? Si je vis bien chez moi, qu'est-ce que j'irai chercher en Europe? Si je vis bien chez moi, qu'est-ce que j'irai chercher aux États-Unis? Voilà. L'homme, bien sûr, on le dit, l'homme est un nomade par excellence. L'homme n'est pas fait, quand on parle de sédentarisme, c'est une théorie qui est fausse. Parce que si on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, si c'est l'origine de l'humanité, c'est l'Afrique, que cherchent les humains en Europe? Comment ils sont apparus en Europe ou en Asie ou aux États-Unis? C'est parce qu'il y a eu des migrations. Des gens sont partis toujours de quelque part à quelque part. Et donc, les migrations devraient être quelque chose de normal, de naturel. Et le fluide, les chefs d'État devraient rendre les migrations aussi faciles. Parce que les migrations sont intrinsèques à l'homme. Donc, partir d'un point à l'autre, ça fait partie de... C'est naturel chez l'homme. Donc, pour moi, c'est difficilement compréhensible qu'on ferme les frontières. Dès que vous mettez une loi, dès que vous empêchez quelqu'un de sortir, c'est en ce moment qu'il veut sortir. Et c'est la situation de précarité en Afrique qui fait que les gens veulent aller chercher le mieux-être ailleurs. L'Europe ou l'Occident qu'on appelle, entre guillemets, l'Eldorado. Voilà. Donc les gens veulent aller là-bas. Alors les chefs d'État africains ne mettent pas en place un programme de développement adéquat qui puisse permettre à chaque citoyen de vivre des biens de ce pays. Alors ils sont amenés à partir. Pourquoi les gens vont par exemple en Libye? C'est parce qu'à un moment donné, le président Kadhafi a transformé la Libye. Et ça devient un attrait pour la jeunesse africaine. Tout le monde donc veut aller en Libye. Alors, donc les premiers acteurs, ce sont nos gouvernants d'abord. Deuxième acteur, c'est ensuite les autorités, moi je les appelle les rebelles libyens, parce que qui ont reçu l'appui de la communauté internationale pour détruire la Libye. Donc eux aussi sont à la base. Pourquoi? Parce qu'ils sont en connivence avec l'Occident. L'Occident a un plan. Et les Libyens de Benghazi, qui sont les insurrectionnels, sont les exécutants. Donc, s'il n'y avait pas cette insurrection à Benghazi, pour que une crise naisse en Libye, Kadhafi peut-être ne serait pas tué. Parce que s'ils étaient nationalistes comme Kadhafi et n'ont pas accepté se laisser acheter par l'Occident, le problème ne serait peut-être pas là aujourd'hui pour qu'on en parle. Troisième acteur, c'est les acteurs occidentaux. Et en ligne de mire, Sarkozy, qui a été l'acteur clé de cette crise en Libye et qui a ouvert la Libye. Parce que la Libye, c'est une porte d'entrée en Occident. Donc la Libye est maintenant ouverte par l'assassinat de Kadhafi. Maintenant que Kadhafi est décédé, a été assassiné, toutes les portes donc sont ouvertes. Et désormais, la route est balisée. Tout le monde peut maintenant partir. Alors, les jeunes sont tentés. Ils se sont dit, ah, maintenant que tout le monde peut partir, partons aussi. Passons par la Libye pour rentrer en Italie. Et malheureusement, quand ils arrivent à Libye, c'est l'enfer. Donc tout s'arrêtait en fait en Libye. Quelques personnes vont en Italie par la force des choses, par la chance, ou d'autres malheureusement, parce que quand on va en Italie ou quand on rentre en Europe, c'est un autre enfer qui les attend. Donc trois acteurs, les gouvernants africains, les rebelles de la Benghazi et puis les Européens eux-mêmes. Merci. D'accord, je crois qu'on a perdu un invité aussi de marque, si vous me permettez. Non, je vais aller sur vous, ne vous en tenez pas. Nous sommes là pour beaucoup de choses. On a...
Bon, d'accord. Mais Ronnie, restez en ligne, hein, parce qu'on vous avait perdu tout à l'heure, c'est pourquoi on a essayé de vous appeler. Restez en ligne. Maintenant, nous allons partir du côté du professeur Youssoufou. Alors, mon cher professeur, je crois que vous avez entendu les intervenants, Oui. mais vous avez parlé tout à l'heure des causes, et je crois que Léandre en a parlé. Alors, qui finance réellement la Libye pour empêcher les immigrants d'aller en Europe? Quand on sait que cette Libye a été chaotique, quand on sait que cette Libye était vraiment bien portante, qui finance réellement la Libye? Bon, disons que l'année passée, il y avait eu une réunion de l'Union européenne en Europe, je ne sais pas, je pense que c'était en France ou en Allemagne, où il avait été question de trouver le moyen pour décourager l'immigration sur l'Europe à partir de la Libye. Et je pense qu'il y avait eu un programme qu'ils ont créé et financé qui devait, disons, aider, je pense, les forces de sécurité libyennes à patrouiller les côtes libyennes pour pouvoir empêcher les passeurs de faire traverser la mer par, disons, le fer qui tend de rejoindre l'Italie ou d'autres pays de l'Europe. Donc, je ne sais pas si vraiment cette affaire a marché, mais entre-temps, il y a eu des questions de faire tout pour empêcher que les bateaux arrivent de l'autre côté. Bon, il y a eu beaucoup de secours, disons, qui avaient été menés. L'opération de secours menée l'année passée, je pense qu'il y a eu durant un mois, il y a eu plus de 5 naufrages avec plusieurs centaines de morts et autres. Ce qui a un peu, c'est pas, troublé la conscience du monde, et les gens avaient commencé par secourir de façon, disons, honnête les citoyens ou les frères qui vont là-bas. Maintenant, je ne sais pas vraiment si l'argent là est toujours là, mais ce qui se passe depuis l'année passée jusqu'à nos jours, c'est que c'est un désordre total. Même le programme là ne fonctionne pas tellement parce que il n'y a plus assez de secours en ce sens, à ce que je sache. Donc la Libye, celui-là qui finance la Libye, en dehors de ce programme-là qui était censé aider les gens à ne pas traverser, mais trouver des conditions dans lesquelles on va les rapatrier dans leur pays. Mais entre-temps, je pense que lorsqu'on empêchait ces gens-là à partir en Europe, on les stockait quelque part. Là, je ne sais qui gérait ces camps-là où on stockait ces candidats à l'immigration sur l'Europe. Et je pense que c'est ce qui peut-être aurait favorisé ce que nous avons aujourd'hui comme vente d'esclaves et autres. Donc l'Union africaine en tant que telle, je n'ai pas vent de leur effort. En tout cas, avant la vidéo de la CNN, je ne pense pas que l'Union africaine faisait quelque chose. C'était seulement l'Europe qui s'en chargeait comme elle voulait, parce qu'elle voulait limiter l'immigration vers l'Europe. C'était tout son motif. Elle ne voudrait plus voir les Africains arriver, donc il fallait trouver un moyen pour décourager les candidats. Mais quant à l'Afrique, bon, je ne sais pas, elle n'a pas eu un financement vers la Libye. Maintenant, la Libye n'étant plus un pays stable, où les choses se sont détériorées depuis un certain temps, bon, même si un gouvernement existe d'un côté, et le reste, le règne du désordre, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est ce qui fait que même s'il y a un effort de financement, cela ne va pas se ressentir puisque le gouvernement n'arrive pas à couvrir l'étendue du territoire libyen quant à ce qui concerne le contrôle et autres. Maintenant, il ne faut pas oublier la complicité des citoyens des pays comme le Tchad. Vous savez que le Tchad est situé à une frontière avec la Libye, vers le sud. Donc à l'est du Tchad, c'est la Libye, comment on l'appelle, au nord du Tchad, c'est la Libye, et au sud, c'est le Tchad.
Et la frontière là, c'est disons, la partie là, c'est là où on nous a montré les gens dans les cages en train d'être vendus par les Libyens. Donc nous avons pu, c'est pas nous renseigner, et ce ne sont pas tellement les Libyens seuls qui pratiquent ce commerce-là. Il y a malheureusement des Tchadiens qui font partie de ce lot-là, parce que c'est eux qui arrivent à mettre la main sur les gens qui essaient de franchir, aller en Libye, et ils les amènent, ils les livrent aux acheteurs libyens. Donc c'est un truc qui est vaste. Ça ne se situe pas seulement en Libye, pas au Tchad, même au-delà du Tchad, parce que les gens se font de l'argent, donc ils vont même, ils poursuivent les gens, les arrêter pour pouvoir les soumettre à cette vente-là. Donc il y a d'autres causes, bien sûr, comment les gens se retrouvent esclaves, on en parlera aussi, mais de façon générale, disons que l'Europe a tenté de financer la Libye, pas pour aider les Africains, mais pour les empêcher d'aller de l'autre côté de la Méditerranée. C'était la raison pour laquelle l'Europe a tenté de financer. Mais on ne sait vraiment pas comment cela marche. Entre-temps, le président guinéen Alpha Condé avait critiqué cette manière de faire, parce qu'il disait que ils ont voulu, l'Europe a voulu faire quelque chose, mais ce n'était pas de cette façon qu'il fallait le faire, puisqu'il fallait seulement contenir les gens au lieu de les laisser continuer en Europe. Je pense que mon frère Yves Kenawa a dit quelque chose qui est très important par rapport au visa. Quand les gens viennent en Afrique, on les appelle des expatriés, et quand nous, on se rend en Europe et ailleurs, on nous appelle immigrés clandestins, ceci, cela. Donc cela fait partie de notre histoire, de l'histoire de l'Afrique là, qui, je pense, s'était fait dominer dès le début, ou bien l'Afrique qui s'était montrée trop gentille dès le début, et les gens ont su tirer profit et en exagérer. Et donc pour eux, l'Africain, c'est quelqu'un qui dort. L'Africain pense que la terre n'appartient ni à lui, ni à l'Européen. Donc chacun devait être libre d'aller partout où il veut. Mais l'Europe ne comprend pas ce concept-là. Ils n'ont pas le concept de réciprocité, ça n'existe pas. C'est la différence entre l'Africain et l'Européen. Parce que nous sommes des êtres qui comprenons le concept de la réciprocité. Quand je te fais du bien aujourd'hui, demain tu me retournes ce bien-là. Mais pour l'Europe, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous sommes là en train de nous tirailler par rapport à ce qui se passe en Libye. Sinon, quand les gens étaient venus envahir l'Afrique pour la coloniser, c'est avec plaisir que certains de nos parents avaient reçu les Européens. Pour certains, ils leur avaient donné des terres, ils sont devenus des gens qui sont installés. Allez au Kenya aujourd'hui, les terres sont possédées, les terres cultivables, disons, je peux dire à 70% sont possédées par des gens qui n'ont pas une origine africaine. Par cause de cette histoire-là, même si entre-temps ils utilisent les Africains pour posséder cette terre-là, les vrais possesseurs de cette terre sont anglais et autres. Donc il y a une histoire un peu sombre derrière ça, et cela nous amène aujourd'hui où, lorsque nous tentons d'aller de l'autre côté, parce que quelque part, nous avons appris à vivre ensemble avec eux. Maintenant qu'ils sont partis, nous avons envie d'aller là-bas. Et on vous dit non, vous n'avez pas le droit d'arriver ici parce que vous êtes africains, nous sommes européens. Et quelqu'un aussi a parlé de la globalisation. Peut-être qu'on aura le temps de parler un peu de cette globalisation à sens unique, parce qu'elle ne profite jamais à l'Africain. Si c'était le cas, les gens n'auraient pas aimé ce concept de globalisation de l'autre côté de la mer, de la Méditerranée. Donc c'est parce qu'elle est pratiquée au détriment de l'Afrique que les gens l'ont embrassé de l'autre côté pour continuer par assurer l'approvisionnement de l'Afrique quand nous sommes en train de rentrer dans le XXIe siècle. Merci donc, professeur. Je crois que pour tous ceux qui appellent, essayez de composer simplement le 612 224 2020. 612 224 2020. Merci donc encore une fois de plus, professeur. En ligne, ici, j'ai M. Rony. Est-ce que vous êtes encore là?
D'accord. Alors, je crois que vous avez eu quand même à parler de l'immigration en large, quelque part où on vous a accusé. Si d'abord vous voulez dire quelque chose vis-à-vis de ce que les intervenants ont dit, vous pouvez le dire et essayer de nous raconter la petite histoire. Comment ça s'est passé? Parce que vous avez un ami aussi qui est en Libye. Ok. D'abord, avec ce qui a été dit sur le plateau, j'ai la participation du professeur que je viens juste à capter le Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusque-là, mais je vais vous surprendre quelque part sur les causes et je vais revenir dessus plus tard. La petite histoire, l'ami, heureusement, aujourd'hui, il a traversé la Libye, il est en Italie. Il y a plusieurs personnes avec qui je discute. Lui qui a traversé m'a reporté des faits. Et partant de cette expérience, c'est de là que j'ai même commencé à mener des enquêtes un peu plus approfondies. Donc j'ai un autre camarade qui lui est au Cameroun, qui voulait rejoindre la Libye. Il m'a contacté et me disant qu'il a besoin d'aide parce qu'il lui fallait une somme d'argent. Voilà, je ne sais pas, c'est de 500 000. Il me demandait si je pouvais l'aider. Moi, avec tout ce que j'avais déjà eu comme témoignage et tout ce que j'ai pu regarder sur YouTube, je lui ai dit, tu sais, moi, je ne peux pas te conseiller de prendre la route de l'immigration. Quelle qu'en soit la difficulté que tu traverses au Cameroun, il serait préférable que tu y restes. J'ai pris sur moi la charge d'appeler ses parents, de dire, ok, il est sensibilisé, disons. Et le gars, lui, il a mal pris parce qu'il m'avait raconté à l'époque, j'ai dit l'époque, ça ne date pas de très longtemps, il m'avait dit, on lui conseillait de passer par la Libye. Il avait les amis en Libye et il y en a qui avaient réussi à traverser. Ça ne fait même pas encore 2 mois, c'est moins d'1 mois et demi. On lui a fait comprendre que l'insurrection qui règne en Libye facilite la tâche aux traverseurs là. Que ça leur facilite la tâche dans la Libye serait le meilleur moyen de rejoindre l'Europe pour l'heure. Moi, j'ai donc pris sur moi d'appeler ses parents, de dire ok, voilà ce que j'ai fait et quoi qu'il en soit, si même votre enfant n'est pas retenu captif en Libye et qu'il arrive dans la mer, il n'est pas sûr qu'il traverse, qu'il se retrouve en Europe. Bon, le gars, il m'a traité de tous les noms et puis bon. D'abord, je vais revenir sur les causes. Allez-y rapidement. Je vais peut-être vous surprendre de ce côté-là. Peut-être on va parler de l'insurrection en Libye. Moi, je suis d'accord avec ça, totalement d'accord. Mais il y a l'insurrection partout dans le monde. Il y a la guerre en Syrie, peut-être. Un exemple. Je ne pense pas que là-bas, les hommes sont vendus. L'exposer sur le sujet. Essayez un peu de parler fort, hein? Essayez de vous raccrocher au téléphone, hein? Parce qu'on ne vous attend plus. Ok, d'accord. Je disais, dans les causes, je ne vais pas éliminer la participation de nos frères. Et je ne vais pas aussi oublier le rôle qu'a joué certains pays du Golfe arabe. Parce que j'avais fait un exposé en fait sur le sponsoring, ce qu'ils appellent chez eux dans plusieurs pays arabes. Moi j'avais fait mon exposé sur le cas du Liban. Oui, alors? Ils appellent ça la Khalafa. C'est le mode de sponsoring. C'est-à-dire, un monsieur va se lever au Liban, par exemple, sur le cas que j'avais traité. Il va aller dans une agence de travail, il veut une ménagère. Il va signer les papiers sur une personne qu'il ne connaît même pas. Qui est, supposons-le, au Cameroun. L'agence de travail t'envoie tes documents et tout, tu voyages, tu arrives au Liban. Le monsieur, il te prend chez lui, il va établir maintenant la carte
ils appellent ça le... Bon, celui chez qui j'ai pris mes informations, il avait appelé ça le visa. Oui, allez-y rapidement parce qu'on a beaucoup. On a beaucoup de personnes en ligne, donc allez rapidement. D'accord. Oui, alors. Allez-y, hein. D'accord, je disais. Et puis, la carte d'identité, là, c'est ça, en fait, qui te permet de circuler. Donc, Voilà. tu vas la confisquer. Allons droit au but en même temps. Allons droit au but. D'accord. Moi, je disais, on ne va pas éloigner de nous le fait que cet esclavage-là, ça vient aussi de ce côté-là. D'accord. Parce que cette histoire date de plus loin que les événements libyens ou bien même marocains, qu'on ne cite pas jusqu'aujourd'hui. On s'achète sur la Libye. Voilà. C'est en Libye, mais ce n'est pas seulement le seul pays africain concerné par... On va rester juste en Libye et plus tard on ira au Maroc, en Tunisie, parce que il y a encore beaucoup de pratiques que les gens ne savent pas. Donc restez en ligne, je vais encore prendre un auditeur. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je crois qu'il va essayer de nous joindre tout à l'heure. Alors monsieur Kenao. Ouais. Il y a eu un accord qui a été signé entre la Libye et l'Union européenne pour améliorer les conditions de détention des migrants. Et en 2014, il y a eu 5 millions d'euros. En 2010, il y a eu 90 millions d'euros. Mais avec tout ceci, aujourd'hui, ces mêmes personnes qui essaient de quand même prendre cet argent. Non seulement ils ne font pas leur travail, mais les Noirs qui arrivent aujourd'hui en Libye sont maltraités, ils sont même tués, ils sont même égorgés, ils sont même, comment je peux appeler ça, ils sont, ça veut dire qu'ils subissent, M. Kenao, avec ce que l'Europe a mis en place. Est-ce que nous pouvons dire que l'Europe est en train de jouer à un jeu, ou bien l'Europe tire quand même des profits là-dedans, mais il y a quand même un petit quelque chose qui est dedans qu'on ne nous fait pas sentir, M. Kenao. Bien, avant de répondre à la question, M. Serge, je pense qu'on nous fait signe qu'il y a quelqu'un en ligne. Il faut le prendre et puis après je vais revenir sur votre question. D'accord. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Allô, bonjour monsieur. Je crois que... Bonjour. Allô? Allô, oui, je vous écoute. À qui est l'honneur? Florent, depuis votre parole. D'accord. Alors vous voulez intervenir, on vous laisse le temps d'antenne. Mais quand vous voulez intervenir, patientez-vous, comme ça on va vous prendre, ok? Allez-y. Je vous entends très difficilement. Essayez d'intervenir, allez-y. J'aimerais intervenir sur le débat. Allez-y, monsieur. Je vous entends très bien, c'est trop sonore. Je crois qu'on a quand même quelques difficultés. On va continuer jusqu'à ce qu'il nous ait. Est-ce que vous pouvez aller essayer d'intervenir? On vous attend mieux, hein? Essayez de parler, on vous attend, monsieur. Oui, On ne va pas trop retarder parce que... oui, j'aimerais intervenir sur la Monsieur situation Kena, vous avez l'antenne. Voilà, vous savez, moi je dis toujours que le problème libyen commence par l'assassinat de Kadhafi. Pour assassiner Kadhafi, c'était une résolution des Nations Unies. Vous m'entendez maintenant? Maintenant que les choses se sont gâtées, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une résolution. C'est la France qui essaie, c'est Macron qui essaie. C'est la communauté africaine, elle n'existe même pas. Moi, je voudrais qu'il y ait une autre résolution de l'ONU qui reconnaît sa faillite dans le cas de la Libye. L'ONU doit prendre une résolution reconnaissant la faillite de l'ONU et après maintenant on va chercher
Qui est qui? Pour le moment, qui c'est celui-là? Quand tu vas... Nous avons vu l'ONU qui n'a jamais... qui s'est jamais intéressé. En Libye, vous n'allez pas trouver... Vous n'allez pas les trouver. Quand vous allez en Libye, vous ne saurez pas qui veut aller en Europe, qui veut rester à Tripoli. Vous n'allez pas le voir. Maintenant, l'ONU, comment est-ce que l'ONU va identifier qui va rentrer? Même si on envoie des avions. D'accord, Okay. d'accord. Je crois qu'on va reprendre notre auditeur qui était en ligne tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. D'accord. Allez, on vous laisse le temps d'antenne. Ok. Je peux intervenir? Vous pouvez intervenir, monsieur. Oui, donc c'est pour rapprocher un peu les points de vue sur la dislocation de la Libye. Les Africains pensent que c'est les États-Unis qui ont, ou bien les Libyens de la diaspora, qui ont disloqué leur pays. Non, c'est la France. C'est la France de Sarkozy qui a disloqué, qui a fait tuer Kadhafi. Lorsque les États-Unis étaient là-bas au même moment que les Français, les deux étaient sur le point de s'entendre avec Kadhafi sur la résolution pour mettre fin à la rébellion. Kadhafi était prêt à accepter, mais Sarkozy avait remarqué que si Kadhafi acceptait, ça allait noyer son plan. Donc il a rapidement appelé les États-Unis pour leur dire d'évacuer leurs hommes parce qu'ils vont commencer les attaques. Et c'est de là que les États-Unis, étant en deuxième position après la France, avaient fait évacuer leurs personnes, leurs gens. Et ils sont intervenus, les Français. Mais présentement, ça chauffe en France. Mais les Africains ne comprennent pas. Mais malheureusement, aucun Africain, je dis aucun pays africain, n'avait élevé sa petite voix pour soutenir Kadhafi dans cette situation. Et les Africains tous, que ce soit de la diaspora ou bien les panafricanistes qui sont sur le continent, aucun n'était intervenu. C'était très malheureux. Beaucoup. Donc maintenant, nous intervenons pour les Européens. Sauf les chefs Il va falloir que les Africains choisissent à leur tête des nationalistes, des patriotes, pour pouvoir occuper les grandes positions et faire face aux Européens. Pas seulement aux Européens, mais aux Américains. C'est vrai, je suis en Amérique, la position de Donald Trump, c'est clair, c'est un nationaliste. Il veut discuter d'égal à égal avec les autres. Mais pourquoi les Africains ne veulent pas discuter d'égal à égal avec les autres? Mais il va falloir que l'Afrique fasse comprendre ou de fasse entendre sa voix. Au lieu de rester derrière les Européens ou les Occidentaux et accuser par exemple les Proche-Orient. Mais on ne doit jamais compter sur les États de Proche-Orient. Je parle de la Libye, de la Tunisie, du Maroc, de l'Iran et les autres. L'Afrique ne doit jamais compter sur ces gens-là. L'Afrique doit compter sur ces hommes de peau noire. Et maintenant, discuter avec les autres, tous ceux-là qui doivent venir, ils doivent quand même savoir qu'ils ont des protagonistes, ils ont des gens valables avec qui discuter. Et aussi, les Africains doivent savoir qu'un Togolais qui est au Bénin doit se sentir comme chez lui. Moi, j'ai fait le Gabon. Mais quand tu es au Gabon, le Gabonais te traite comme si tu es un étranger. Et au même moment, on traite un Français comme un Gabonais, plus Gabonais que toi, ou bien plus proche que toi. Mais ça doit cesser. D'accord. Je crois que vous pouvez encore appeler parce que nous sommes là jusqu'à la fin de cette émission. On a encore quelques heures pour terminer cette émission. Monsieur Kenao, je crois que vous avez l'honneur tout à l'heure. Avant de pouvoir passer la parole à Léandre qui était en train de dire quelque chose. Allez-y, Kenao. Ouais, très rapidement, ce que notre téléspectateur vient de dire est très important. Les Africains aiment marcher.
Ils aiment marcher tellement que dans le cas de Kadhafi, les Africains pouvaient marcher de Nairobi, de Johannesburg, d'Afrique du Sud, jusqu'à Tripoli, pour faire comprendre à cette communauté internationale que enough is enough. Mais ça s'est Que pas les passé. coups d'État en Afrique, on en a assez. Mais ça ne s'est pas passé. J'ai entendu l'élite africaine en ce temps, ces jeunes étudiants dire il veut tuer sa propre population. Comment ça? Mais c'est la propagande que les autres Mais les intellectuels ne doivent pas comprendre que c'est propagande. Ils ont tous avalé. Mais mon cher Kenao, Et quand tu veux personne n'a tuer bougé. ton chien, tu L'Union l'as- africaine, la dame Union africaine, elle n'a même pas bronché. Et aujourd'hui, c'est cette Union africaine que la France a appelée à Abidjan pour dire sommet Union européenne et Afrique pour trouver des modalités. un par sommet contre, qui non. se passe en Afrique. Voilà, alors que sommet la destruction de de la l'Union Libye n'était pas- européenne. la destruction de la Libye n'était pas décidée en Afrique. Mais maintenant, quand c'est gâté, on associe les Africains pour réparer l'irréparable. Je crois qu'on va parler de ce Donc, sommet en long ça, et large. Voilà, c'est pour te dire que ces histoires de dollars mis pour sauver l'Afrique, non, je vous dis que la situation de la Libye, c'est sur papier. Si vous allez maintenant à Tripoli, vous allez en Libye quelque part, vous n'allez pas trouver nos frères africains qu'on vend. Ils sont souterrains, ils sont quelque part dans des maisons, ils sont quelque part dans des villas. Vous n'allez pas les trouver. Même si aujourd'hui les chefs d'État africains décident d'aller rapatrier leurs citoyens, qui vont aller rapatrier? Mais Oui. on vous dit que ce sont vos frères, propres frères noirs, qui vendent leurs propres frères noirs encore en Libye. Macron nous a dit ça. Oh, ce ne sont pas les trafiquants, ils ne sont pas français. Mais lui, il le sait, Macron, lui, il le sait, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait. Il ne s'agit pas de parler. À l'heure actuelle, on peut amener les forces de l'ordre sur le littoral de la Libye, là, sur les côtes littorales de la Libye, pour empêcher tout navire de se déplacer. Mais on ne le fait pas. On en fait des discours, de beaux discours. On dit on a mis l'argent. Mais vous savez que ce sont les gens, les individus qui gèrent l'argent. Amener sur les côtes de la Libye, sur les frontières de la Libye avec tous les pays, que cette communauté internationale, que l'Union africaine, que les organisations sous-régionales et régionales de cette partie de l'Afrique mettent les hommes, les soldats, Mais vous parlez des organisations sous-régionales. Ils n'ont jamais intervenu qu'on mette jusque-là, les mon cher soldats Kenao. pour clairement voir qui passe, qui ne passe pas. Parce que ceux qui vendent là, en fait de compte, quand on va sortir quelqu'un du bunker, on doit le faire traverser pour aller rentrer dans un navire. Mais on vous a dit que l'Union Mais alors, on européenne... voit ça. Je vous ai l'Union européenne a donné 82 millions d'euros en 2000. Non, c'est une 2010. hypocrisie. À qui profite la vente de ces esclaves? J'ai posé la question dans l'une de mes émissions. Allez-y. La semaine prochaine. À qui? La semaine passée. À qui profite? Et répondez à la question, M. Kenao. Mais je vous pose la question, je pose la question à cette communauté internationale. Ça devient Si nous les intéressant. vendons, si nous Africains nous les vendons, c'est selon eux. À qui ça profite? À qui ça profite? Ça ne profite pas à l'Africain. C'est pourquoi je l'ai dit dans mon intervention au début qu'on ne les retourne pas, on les amène pas à Lomé ou à Tripoli Mais il y a- ou à Kinshasa. Vous voulez nous dire On qu'il y a un les- deal? Il y a un deal. Vous voulez nous dire qu'il y a un deal? L'Occident fait, Je crois l'Occident est en train de, est en train d'être, de nous dire que ça ne se passe pas. Mais exactement, Je vais vous le dire tout à c'est les l'heure. deux, c'est-à-dire que c'est la deuxième traite négrière qui se passe. Autrement. Ce n'est pas autrement, c'est la même chose. C'est la même chose. On te disait, l'histoire nous disait que les Africains prennent les Africains pour les vendre aux Européens. Aujourd'hui, qu'est-ce que Macron te dit? Macron te dit que c'est les Africains qui vendent les Africains. Et à qui? S'il n'y avait pas la demande d'offre, s'il n'y avait pas la demande, est-ce qu'il y aurait l'offre? S'il n'y avait pas la demande, est-ce que les Africains devraient les vendre? Vous parlez en termes économiques maintenant. Voilà. La demande, l'offre et puis Voilà. le prix. Le prix, s'il n'y avait pas la demande, il n'y aurait pas l'offre. Donc, quelque part, ça profite à l'Occident. D'accord. Voilà. Je Qui crois se- que- c'est-à-dire qu'il y a les riches occidentaux là, ils ont des reins qui fonctionnent mal, ils ont des cerveaux, ils ont des choses à faire. Et puis, ça fait mal. On ne sait même pas ce qu'on fait de ces personnes-là qu'on vend. On ne sait pas.
Je crois que est-ce qu'on a fait une enquête pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ceux-là qui ont été déjà vendus? Qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Je crois qu'il y a une information qui nous est parvenue, mais on va en discuter tout à l'heure. Je crois que nous avons rapidement quelqu'un en ligne. Pour tous ceux qui nous appellent, quand vous appelez, on ne peut pas interrompre quelqu'un qui est en train de parler sur les antennes. Essayez de vous patienter et on va vous prendre. Parce que la discussion est chaude, elle est importante. Il faudrait que vous aussi vous écoutez avant d'intervenir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, vous pouvez intervenir, allez-y. Monsieur Kalana.